architectes, urbanistes, élus, qui vont nous faire part des conclusions, des réflexions qui ont eu lieu ce matin au rez-de-chaussée du hangar 14, dans les espaces de conférence, sur différents thèmes qui ont à voir avec la connaissance et la reconnaissance des patrimoines métropolitains. C'était notre grand sujet de ces 2 journées d'études, plus précisément de demi-journées d'études. Alors, nous devons excuser Rudy Ricciotti qui a malheureusement pas pu nous rejoindre à temps. Pour faire le compte-rendu des débats, Jean-Étienne Soleil-Vezeille est avec nous. J'aurais précisé aussi pour ceux qui n'ont pas forcément participé à tous ces débats que nous avons des invités spéciaux qui viennent de plus loin, de certaines villes jumelles ou de villes avec lesquelles Bordeaux travaille. Il y a dans la salle des représentants de Riga, inscrits sur la liste du patrimoine mondial, de Saint-Pétersbourg également, M. Makarov qui parlera aussi samedi, de Bakou et de Buenos Aires. Alors, sans plus attendre, je vous passe la parole, Jean-Étienne, pour nous parler du thème que vous avez travaillé, l'appropriation, n'est-ce pas ? Alors, merci beaucoup. Agora est une manifestation formidable et elle m'a d'ailleurs donné l'occasion d'être promu instantanément animateur de l'atelier et maintenant de faire la synthèse. Donc, merci pour cette promotion ex abrupto. Si on doit faire une synthèse, moi, est-ce qu'on peut faire une synthèse d'ailleurs de cette heure que nous avons passée ensemble sur l'appropriation du patrimoine? Ce que j'ai pu retenir, moi, c'est justement l'interrogation, aussi bien des personnes dans le public que des intervenants, c'était dans le fond cette sémantique sur le patrimoine. Est-ce que le simple mot patrimoine ne va pas, dans le fond, sacraliser l'objet pour lequel on travaille en ignorant, effectivement, le côté plus vernaculaire, plus ordinaire de ce qui peut faire aussi patrimoine, et on a glosé, parlé de ce qui peut être le bien commun qui devait peut-être se substituer au mot patrimoine. Ensuite, après, je vous donne comme ça parce que résumé en 1 minute 30 ce dialogue, c'est comme résumer une belle histoire d'amour en 1:30 aussi. Mais et qu'on avait au bout d'1 heure envie de rester ensemble et de rediscuter. Ce qui était aussi intéressant, c'est à qui dans le fond, fait à la position de ce patrimoine, et qui on a le devoir de le défendre et le développer. Est-ce que ce sont les élus? Est-ce que dans le fond, des personnes qui se sont emparées, et vous en parlerez peut-être mieux que moi, mais qui sont emparées de territoires comme ça, qui les ont protégés depuis 50 ans, et que tout d'un coup, on peut chasser parce qu'ils ne correspondent plus à ce qu'on attend de ce que le patrimoine va devenir. Ils ont peut-être aussi le droit d'être là, voilà. Et on est allé même jusqu'à ce que j'ai trouvé intéressant et peut-être même un peu iconoclaste de la part d'un intervenant ce matin, de dire dans le fond, est-ce que nos interventions sur le patrimoine, il ne faudrait pas qu'elles soient même réversibles, c'est-à-dire est-ce que on a le droit comme ça de geler, développer pour les années qui suivent, les dizaines d'années ou les générations, et est-ce que dans le fond, dans notre réflexion, on ne pourrait pas avoir des réversibilités et laisser en tout cas même des zones sur lesquelles on n'intervient pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'on pensera dans quelques années sur ces territoires. Voilà, je parle sous votre contrôle. Donc c'était effectivement ce qui a présidé à ces échanges, c'est les différents niveaux d'intérêt que l'on peut porter sur le regard.
Je remercie aussi la ville de Riga en Lettonie, qui nous a aussi expliqué comment, à partir de territoires difficiles et en développant l'aspect culturel, l'aspect artistique, réinvestir des territoires perdus. Voilà, c'est ce que l'on a brassé. Nous n'avons pas les réponses, mais ce qui préside quand même à cet atelier ce matin, ce sont ces différents regards qui peuvent aller, je le disais, des corons du Nord, pour parler local, des 200 hectares qui respirent avec la Garonne et des lieux historiques de Riga. Comment, dans le fond, on arrive par différents moyens à faire un intérêt collectif. Voilà. Je ne sais pas si j'ai résumé ce qu'était l'atelier de ce matin. En tout cas, j'ai essayé en quelques dizaines de secondes. Merci Jean-Étienne Soleil-Bazeille. Alors, la parole est à Marc Barani, qui lui animait avec Jacqueline Chadebost l'atelier qui concernait la labellisation. Est-ce que c'est un passage obligé? Voilà. Alors Marc, quels sont les fruits de vos réflexions? De nos réflexions et constats, c'est que le dispositif de labellisation, finalement, il est assez rodé. Il est quasi international ou voire universel, puisque Bakou et Talence, ils ont à peu près les mêmes méthodes avec les mêmes hiérarchies, depuis l'UNESCO jusqu'au label privé. Et donc c'est un dispositif qui est en place, qui fonctionne, qui pose des questions de financement, mais finalement on a débordé assez vite cette question même de la labellisation pour constater que la labellisation fonctionne surtout pour des bâtiments. Avec l'UNESCO, la question de la labellisation s'est étendue à des paysages urbains, voire des paysages naturels. Et là, on est dans une question qui est d'une autre nature. La labellisation de morceaux de ville ou de paysages pose pas mal de questions. C'est encore assez ouvert. Ça demande sans doute de réorganiser la position ou la localisation de l'idée de patrimoine. En gros, patrimoine s'associe à culture. Ça serait bien que patrimoine, ça soit associé, ça soit transversal. Finalement, c'est ce qu'on dit de tous. Que ça puisse être associé à l'urbanisme. Que la notion de patrimoine, chaque fois qu'on en parle, elle échappe. Elle est toujours transversale. Et alors qu'elle est localisée dans la culture et pour l'essentiel liée au tourisme, pour faire simple. Donc il y a une autre ambition que peut avoir le patrimoine. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Et qui nécessite donc de dépasser la notion de label. On va s'appuyer dessus, c'est les fondements du dispositif, mais on peut le penser autrement. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, on est arrivé à parler de paysage, puisque cette biennale est dédiée au paysage, et en énonçant une idée qui me paraissait intéressante, c'est que le paysage est naturel, ou enfin pas naturel, le paysage vert, écologie et tous ces dispositifs, c'est quelque chose de très fragile et qui peut, dès lors qu'on s'y intéresse, nous amener à reconsidérer le patrimoine matériel des villes ou des bâtiments d'une autre manière. Donc on a pris un exemple, j'ai cité un exemple d'un village dans l'ARPI niçois que je connaissais bien, où il y avait un couple de bergers qui habitaient donc un pan entier de la colline. Il y avait des châtaigniers, il y avait des chèvres, donc les chèvres nettoyaient le sous-bois de châtaignier. Il y avait un grand verger, parce qu'ils vivaient de ça. Et puis, le mari est mort, donc il n'y avait plus de chèvres. Les broussailles ont commencé à pousser sous les châtaigniers, donc le paysage s'est transformé directement. Le potager s'est réduit, et puis elle est morte. C'est un couple de médecins qui l'ont acheté. Aujourd'hui, il y a de la pelouse avec des jardins d'enfants. Voilà. Donc cette fragilité du paysage, du grand paysage, qui est directement liée à la façon dont on occupe ces terrains-là, elle peut, d'une certaine manière, déjà être approfondie, et puis, d'une certaine manière, nourrir cette question du paysage urbain ou du paysage urbain, pardon, des structures urbaines et de la labellisation des structures urbaines et des bâtiments. Voilà. Donc c'est un dispositif qui s'étend, qui touche de plus en plus les modes de vie des habitants.
Et le label étant un des points aujourd'hui considérés comme basiques et confirmés. Merci. Alors, maintenant, investissement. Jamel, l'atelier sur le micro fonctionne ? Oui. Donc on avait un troisième atelier sur la question plutôt économique en fait, les moyens qu'on met en œuvre de la connaissance à la reconnaissance. Jamel Clouche pour nous en tirer les grandes leçons. Merci. Je vais essayer. Je pense que c'est le sujet un peu le plus compliqué, d'une certaine manière, le moins sensible. Je pense qu'à un moment donné, il faut parler des moyens. En tous les cas, on a entendu pas mal d'expériences extrêmement intéressantes, notamment celle de Briey. Aujourd'hui, le titre, c'était un peu de quelle manière on aborde la question du patrimoine à l'échelle métropolitaine. C'était intéressant que d'avoir cette expérience de la ville de Briey, qui est une petite ville de 5 000 ou 7 000 habitants, où le maire nous a expliqué comment il a récupéré l'unité d'habitation de Le Corbusier, comment il a réinvesti les lieux alors que l'unité était murée, et comment, d'une certaine façon, à partir de cette pépite architecturale, remis en service, réhabité, réapproprié, avec une adhésion des populations, il a mis en place un projet, notamment de paysage à l'échelle de la ville. Il a retravaillé sur les espaces publics et de quelle manière il a, étant donné que les moyens sont quasi inexistants, donc les moyens financiers, de quelle façon il est passé plutôt par une économie sociale et solidaire. C'est-à-dire comment il a pu intéresser les populations, intéresser des associations et qui se sont engagées à retravailler sur les murs, sur les chemins et à redessiner tout un circuit autour de cet objet. Donc voilà un exemple plutôt, je dirais, plutôt ascendant, quoi, un peu bottom-up, partir de la pépite et de voir de quelle façon on peut la réinvestir, de quelle façon elle peut produire une valorisation sur un territoire un peu plus large. Donc ça, c'est une chose, une expérience qui m'a semblé éminemment intéressante et on peut regarder que finalement, c'est pas une... Enfin, ce que ça peut nous dire, c'est que finalement, c'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Et dans une ville comme Briey, j'y suis allé il y a quelques années, j'imagine des villes anciennement industrielles, donc plutôt en crise, comment finalement un territoire en crise, il peut se réapproprier cette question et finalement trouver peut-être des solutions économiques, financières plus innovantes, plus accrochées sur le terrain, etc. Donc voilà une expérience qui me semblait intéressante. Évidemment, on a aussi parlé un peu d'une vision plutôt dans l'autre sens, un peu de quelle manière on pouvait regarder à partir du haut, comme de quelle façon on pouvait, notamment la métropole de Bordeaux qui a créé cette mission mécénat patrimoine, qui essaie de faire l'inventaire de tout ce qui existe, d'essayer de comprendre de quelle manière intéresser des acteurs privés au financement de la valorisation d'un certain nombre de choses, et de quelle façon cette vision depuis le haut, elle peut trouver des liens, des connexions avec des projets qui se mettent en place ici ou là. Donc voilà une deuxième façon d'aborder le financement. Donc évidemment, on n'est pas dans les pays anglo-saxons, on n'est pas aux États-Unis, il n'y a pas de fondations qui peuvent poser sur la table beaucoup d'argent pour cette valorisation. Donc ça permet, ça aide, c'est des stimulateurs, je pourrais dire, de valorisation patrimoniale. Et puis ensuite a été abordé aussi le modèle mixte, public-privé. Alors, on a parlé d'un bâtiment que je ne connais pas à ce nom, avec une sorte de la ville qui a racheté ce patrimoine, qui a lancé une réflexion auprès d'opérateurs, une sorte d'accord cadre, une sorte de discussion avec différents opérateurs sur différents usages, pratiques. Donc je pense qu'il y a la question des pratiques de ce patrimoine, de quelle façon on peut l'utiliser, qui devient un élément important, de quelle façon on peut, je touche un peu au quatrième sujet qui est peut-être la transformation, mais je pense que tous les sujets sont un peu liés. Transformer, c'est aussi trouver les moyens de financer. Donc moi j'ai l'impression que c'est une hypothèse aussi qui est valable, avec elle a certes des dangers, parce que il y a eu un moment, même un débat entre le monde privé et le monde public. Le monde public a plutôt tendance à être dans une posture un peu, comment dire,
préservation, éventuellement y installer des équipements publics, être dans une posture comme ça très claire, alors que le monde privé il est dans un système plutôt de valorisation. Donc je pense que là, il y a... moi j'ai l'impression que sur cette question de l'économie mixte ou du montage public-privé, il faudrait peut-être mettre en place un atlas un peu des bons projets ou des bons montages ou des bonnes gouvernances de projets de transformation de fragments patrimoniaux. J'avais aussi l'impression que, enfin moi par exemple le mot patrimoine, je n'aime pas trop parce que dès qu'on l'utilise, on se trouve un peu bloqué d'une certaine manière. On est déjà un peu entouré d'un mur. Donc moi par exemple dans ma pratique professionnelle, je vais parler un peu de moi. Dans ma pratique professionnelle, je n'aime pas trop utiliser ce mot. Alors je ne vais pas jusqu'à une position lacaton-vassalienne qui dit tout est patrimoine, ou quasiment. On doit tout garder et tout doit être transformé. Mais je pense que cette notion de patrimoine ou de bien commun, comme vous l'avez dit, elle doit être intégrée dans une vision globale. C'est-à-dire de quelle façon ça s'insère dans une vision globale, dans un avenir qu'on peut partager tous. Alors ça peut passer par le projet, mais peut-être que Alessia dira autrement. Mais je pense qu'à un moment donné, inscrire le devenir d'un patrimoine dans une vision plus globale permet aussi de construire les modalités économiques de la transformation ou de la préservation. Voilà, après on a eu une très belle présentation de la mairie de Saint-Pétersbourg avec la transformation de l'île Hollande, c'est ça? New Holland, que j'avais visité il y a quelques années, où là on est plutôt dans un financement 100% privé, donc qui me semble un peu difficile en France. Je pense qu'aujourd'hui on doit trouver des montages beaucoup plus astucieux, plus innovants, plus agiles. Bon voilà, moi j'ai pas de solution, je trouve que c'est une question importante. Il y a aussi la notion, il y a aussi le fait que il y a quelques années, quand on parlait patrimoine, c'était des objets architecturaux. Aujourd'hui, ça devient des bouts, des ensembles urbains, des paysages, des territoires. Moi, je porte un peu l'idée du projet métropolitain. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pratique depuis quelques années. Et je trouve que le projet métropolitain, dès lors que ce n'est pas un cadenas, mais que ça devient plutôt une matrice ouverte, dans laquelle les uns et les autres peuvent y trouver leurs désirs, leurs volontés inscrites. J'ai l'impression que c'est au sein de documents stratégiques, visionnaires comme cela, qu'on peut aussi trouver les clés plus agiles, plus innovantes d'un financement du patrimoine. Merci Jamel. Alors, reste à passer la parole d'abord à Alessia, parce que Jacques Mangon, il est là pour conclure les conclusions et les journées dans leur globalité, et surtout nous donner après une sorte de feuille de route, peut-être, qu'il aura trouvée dans ses idées. Alors Alessia, je te passe le micro, l'atelier transformation. Ça a été un atelier dans lequel on a beaucoup discuté sur cette notion de patrimoine que j'ai remis assez rapidement en cause sur le fait qu'elle bloque un peu, je suis d'accord avec toi, des positionnements. Et par contre, je pense que dans la question des transformations, nous sommes en pleine transformation aussi, culturelle, sociale, territoriale, et il faut aussi se repenser, dans le sens se repenser aussi des choses que l'on a héritées, comme les concepts de patrimoine. Dans le sens, si l'on a hérité, on peut aussi les transformer pour voir comment aujourd'hui il fait sens pour nous. Dans le sens que comment pouvons-nous parler aujourd'hui de ces choses-là et faire en sorte que vis-à-vis de ce qui s'est passé autour, dans le sens que on a quand même des procédés, on a un nouvel processus de faire des projets, etc. Et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Donc, on peut débattre sur ça, on n'était pas d'accord, c'était très bien, moi j'ai trouvé ça très bien, qu'on ne soit pas d'accord, qu'il y avait d'un côté la question du fait de conserver
et de la fonction de l'étude, donc d'essayer de préserver tout ce qui est rare, important pour la société, et pour la ville, pour l'histoire de l'architecture, etc. Et de l'autre côté, par contre, il y avait un positionnement qui c'est, oui, certes, il y a ça, qui est du côté d'un travail systématique qui doit se faire, mais cela n'engendre pas un héritage collectif plutôt que patrimoine. Bon, un héritage collectif qui peut choisir aussi vis-à-vis des générations et surtout vis-à-vis de notre présent, ce que l'on veut hériter. Et donc, les deux choses ne sont pas l'une contre l'autre, les deux choses sont contemporaines. Et l'une nourrit l'autre, mais cela engendre aussi des situations nouvelles. Et les transformations font partie de ces situations nouvelles. Et les transformations sont l'empreinte de notre présent dans quelque chose qui est beaucoup plus long, qui a une durée qui nous dépasse et qui probablement les générations futures vont n'est pas du tout apprécier ce qu'on a fait aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, ce n'est vraiment pas grave. Oublier des choses qui aujourd'hui n'ont pas de sens pour nous. Et cela, je pense que c'est aussi important vis-à-vis justement du poids qu'on donne à la transformation, c'est-à-dire du poids qu'on se donne et à nous aujourd'hui dans notre présent pour prendre place à l'intérieur d'une ville qui a quand même un poids, par exemple comme Bordeaux, très historique. Donc, quelle place nous avons dans cette histoire? Eh ben, je pense que l'effet de penser ces transformations-là, penser qu'un héritage, c'est quelque chose qui se transforme, pour faire en sorte qu'on puisse vivre bien notre présent. Parce que je pense qu'on a eu vraiment un débat qui peut-être allait un peu au-delà de la question de la transformation, mais c'était un peu un débat des fonds et je pense que c'était très intéressant. Et on a repris, parce que bon, j'étais là aussi dans l'atelier appropriation, la question de bien commun qui est intéressant parce que dépasse cette question qui sont très administratives aussi, comme les labellisations certaines fois portent, et qui encadrent toujours à l'intérieur des procédés, à la place de mettre en place des processus, qui peut-être la question du bien commun engendre aussi le qui, dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire mais qui décide qu'est un bien commun? Et ça, c'est un peu ce que Francis, ça s'appelait, les premiers disaient sur le fait d'avoir une intelligence collective. Moi, j'avais beaucoup apprécié cela, dans le sens que chaque présent, en tant qu'époque, a une intelligence collective, chaque lieu a une intelligence collective à son échelle, dans le sens que travailler à des échelles qui sont internationales, qui engendrent une idée de toujours qui vient d'ailleurs, eh ben peut-être certaines fois des intelligences collectives locales choisissent des biens communs parce qu'ils ont sens à ces moments-là dans leur présent, dans leur territoire. Voilà. Oui, pour rester dans l'idée, on est d'accord, pas d'accord. Moi, je voudrais rajouter une chose quand même, parce quand on parle de patrimoine ou de biens communs, on est toujours assis sur des sociétés occidentales dont l'histoire est écrite et partagée. À Beyrouth, la question se pose de manière tout à fait différente. Il n'y a pas de politique patrimoniale parce qu'ils ne voient pas la ville de la même manière entre les sunnites, les chiites et les chrétiens. Donc c'est quand même un centre de gravité qu'il faut qu'on pose dès qu'on parle de biens communs, patrimoine, etc. Et puis se dire finalement le patrimoine c'est une fiction, c'est une histoire qu'on se raconte ensemble à partir de l'idée qu'on se fait du passé, ça c'est à peu près admis, mais à partir de l'idée qu'on se fait du futur, ça c'est plus compliqué. Et que c'est un peu ce que tu disais, Jamel, je veux dire, le patrimoine, c'est ce qui est ressorti de notre atelier en tous les cas, c'est qu'il faut qu'il investisse l'urbanisme à minima, il a la culture, mais il faut qu'il investisse l'urbanisme pour pouvoir se projeter et faire partie des grands projets d'avenir, et pour qu'il puisse se recaler et faire partie de ce dispositif dont on parle. Je dis juste une chose sur le fait que le patrimoine, sur la question du futur, que moi j'aime bien appeler horizon d'attente, la question c'est, plus on est dans une vision collective
Et donc c'est pour ça qu'à mon avis l'idée du bien commun est intéressante. Plus cet horizon d'attente nous appartient à tous. Et donc c'est mettre dans cette phase-là des projections collectives d'une société, d'un territoire, etc., pour comprendre qu'est-ce que cela intéresse aujourd'hui, mais aussi peut se projeter, sans imposer aux générations futures forcément des choix qu'on a fait aujourd'hui. Donc comment on tisse et on articule justement ces jeux entre présent, un passé que l'on hérite et que l'on transforme, et futur. Donc tout est là l'enjeu de chaque génération fondamentalement. Laisser la liberté aux autres aussi. Oui, mais là aussi, il y a toujours... nous, quand on avait été commissaire de la Biennale sur le patrimoine, Agora, on avait défini le patrimoine comme étant quelque chose qui est entre héritage et entre hérésie. C'est-à-dire, héritage, on hérite de tout, les sociétés ne peuvent pas se développer. Hérésie, on jette tout par la fenêtre et il n'y a pas de culture possible. Dans la question du bien collectif, c'est la même chose. Je pense que la collectivité, elle peut faire des choses, mais elle peut aussi partir dans une espèce de vision érodée. Pas forcément chaque temporalité. Aujourd'hui, la vision collective, je m'en méfie, pour être clair. Quand on voit ce que les villes sont devenues, ce qu'elles deviennent. Donc, effectivement, il y a un bien commun qui doit être partagé, mais il est fait aussi de positions indépendantes, de positions résistantes, de positions anachroniques, qu'il faut absolument ne pas gommer. L'idée de collectivité comme étant l'idée de la réussite, ça me semble extrêmement dangereux. Non, une petite... Un mot rapide, Jamel, Ouais. et ensuite je passe la parole à Jacques Mongon pour conclure. Merci. Non, une petite intervention juste par rapport à cette notion d'horizon d'attente que je trouve plutôt intéressante. Je vais raconter une expérience personnelle. C'est un projet que l'on mène depuis pas mal de temps à Lille, qui est une ancienne usine sidérurgique qui est sur plus de 20 hectares, qui n'est absolument pas patrimoniale. Je veux dire, on est dans le nord sidérurgique, des usines, il y en a partout. Mais ce qui était pour nous, en tous les cas, un espace... à l'époque, on avait parlé d'espace capable, avant les volumes capables d'ici. Et ce qui était impressionnant, c'est que l'économie actuelle ne nous permet plus de construire des cathédrales aussi grandes. Et quand on a fait le concours, alors on était conscient que de tout garder, c'était économiquement difficile. Mais quand on a fait ce concours, on a posé juste un préalable. Donc on a mis quelque chose en suspens, d'une certaine manière, comme l'horizon d'attente. On a écrit en énorme dans notre rapport de rendu, la démolition n'est pas un préalable. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire le projet sans décider en amont qu'est-ce qu'on démolit, qu'est-ce qu'on préserve. Et en fait, on a fait tout le projet en avançant, en ne sachant pas exactement ce qu'on gardait, ce qu'on préservait. Dès qu'on trouvait des solutions économiques, des solutions programmatiques, dès que c'était partagé par l'ensemble des acteurs, donc la métropole à l'époque, la ville, l'aménageur, les habitants, évidemment on était dans un territoire industriel, ouvrier, les ouvriers, enfin les anciens habitants du quartier voulaient plutôt préserver le maximum de choses, mais ça a été une négociation, et jusqu'à maintenant, le projet maintenant il est presque à 50% fait, les 50% halles qui restent, je ne sais pas vous dire lesquelles vont rester, lesquelles vont disparaître. Tout ça dépend de la manière dont on peut, de façon un peu, pas opportuniste, mais de façon un peu... Ça veut dire qu'à un moment donné, le temps devient un allié. C'est-à-dire on fait du temps un allié et on ne... Parce que quand on dit projet ou plan, moi je suis un urbaniste qui fait beaucoup de plans, mais j'adore les plans, j'adore dessiner les plans, mais je déteste le beau plan au sens de planification. Parce que la planification, ça verrouille un système. Et dans le patrimoine, je pense que c'est un élément qui verrouille encore plus fort. Parce qu'on peut aujourd'hui, maintenant, se dire ce bâtiment, on en a besoin, mais peut-être après-demain, on va se dire on n'en a pas besoin. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de prendre des décisions quand elles ne sont pas encore mûres. Et sur la question patrimoniale, j'aurais tendance à dire qu'il faut rester le plus ouvert possible, avoir un maximum d'informations sur les choses, partager le maximum de choses. Et à un moment donné, il y a une cristallisation de la préservation, qu'elle soit économique, programmatique, en termes d'usage ou d'appropriation. Bon, évidemment, c'est absolument impossible de conclure, naturellement. On peut simplement
mettre en lumière un certain nombre d'évolutions, me semble-t-il. D'abord, même par rapport à l'an dernier, puisque n'oublions pas que ces rencontres sont la suite de ce qui s'est passé l'an dernier. Et finalement, c'est intéressant de voir, et ça reprend les derniers propos tenus par Jamel Klouch à l'instant, qu'on est parti d'une vision un peu classique et statique du patrimoine, autour du grand patrimoine, de l'œuvre assez magnifique faite dans un certain nombre de villes, dont Bordeaux. Et puis on est passé sur une autre notion, alors avec aussi cette affreuse notion de zone tampon autour. Vraiment, le reste n'a aucun intérêt. Le patrimoine est concentré sur des valeurs très académiques. Donc cette notion, on l'a bousculée l'an dernier. On a dit aussi que d'autres choses pouvaient faire patrimoine. Et on est passé sur une vision beaucoup plus dynamique, et c'est vrai que les débats qui ont été tenus ce matin ont beaucoup mis en lumière cette notion quand même de caractère non exhaustif d'une vision patrimoniale, qui est d'une dynamique du patrimoine avec des strates différentes. Le grand patrimoine qui émerge parce que naturellement, génération après génération, il est toujours dans l'œil du cyclone et on veut toujours le préserver. Et puis après, l'œuvre des générations qui succèdent et qui valorisent chacun pour des raisons différentes, parfois des luttes, parfois des consensus, parfois des résistances, tel ou tel patrimoine, avec la notion que cette œuvre est imparfaite tout le temps. Et donc je crois que maintenant, ce que tout ça appelle, cette notion de dynamique très forte avec ça appelle finalement un autre temps, c'est comment faire du patrimoine un projet. C'est-à-dire le patrimoine, c'est pas simplement c'est révéler, et puis c'est aussi autour du patrimoine, je pense, faire un projet, construire ça, et peut-être que nos débats de l'an dernier et de cette année appellent un troisième temps qui serait un peu un temps construit autour des débats, peut-être aussi avec du patrimoine un peu moins exceptionnel que celui auquel on pense spontanément, mais aussi du patrimoine qui naît parce que on le regarde, il émerge, on le travaille, on le voit, il prend un sens, voilà. Et puis moi j'ai bien aimé, alors j'étais du côté, mais je devrais pas dire ça pour une conclusion, j'étais un peu du côté de ceux qui disaient l'étude est indispensable mais elle n'est pas suffisante, et le travail, il faut se féliciter que ce soit alluvionnaire, c'est-à-dire que éternellement le patrimoine, il y a un ressac, il y a une mer qui avance, il y a des vagues qui déposent, qui confortent, qui reviennent parfois, qui s'interrompent et qui font que c'est ce que c'est. Alors moi peut-être je suggère aux organisateurs que la thématique du projet autour des patrimoines pourrait être une suite intéressante à nos débats, et en tout cas je constate que sur une notion que si on interroge quelqu'un dans la rue sur le patrimoine, il a l'impression qu'il connaît tout, que c'est évident, etc. Sur une notion comme celle-là, voir sa modernité, sa force, sa capacité à développer, et aussi à interroger nos consciences, parce que c'est pas un univers d'absolu, c'est un univers de relativité. Voilà. En tout cas, très belle journée une fois encore. Merci à tous, et puis merci aussi à l'équipe du hangar, et aussi à la petite équipe qui est avec moi et qui a aidé à organiser ces débats. Je veux dire Mathilda, Salima et Nicolas qui sont derrière. Je vous invite maintenant à vous restaurer en terrasse et à continuer ces débats de manière plus informelle. Et nous allons rendre l'antenne. Merci. Non, c'est samedi soir.